Bienvenue à Tourtemagne, petit village du Haut-Valais connu pour son aérodrome militaire, aujourd'hui désaffecté, et pour ses maisons patriciennes, vestiges d'une grandeur passée. Ici, on fait rarement l'actualité. Mais en mars dernier, la commune défrayait la chronique pour une histoire d'eau. Blick, le journal alémanique titrait en une « Des Chinois veulent acheter une source en Valais ». Le projet, lancer sur le marché une nouvelle eau minérale dans de jolies bouteilles au logo du Cervin. Le site de Blick enregistre plus de 500 commentaires indignés et la nouvelle déclenche des réactions en cascade. Mais comment peut-on vendre notre eau à des Chinois ? Car la Suisse a encore en mémoire la sécheresse historique de l'été 2022. Et certaines communes, comme Noble-Contrée en Valais ou Gland sur les bords du Léman, leur combat pour cette précieuse ressource. Les mois ont passé, mais le président de Tourtemagne n'est pas prêt d'oublier le jour où il a été, grâce au Blick, l'un des hommes les plus détestés de Suisse. Ma boîte mail privée et celle de la commune ont croulé sous les messages d'insultes. Du style « Mais c'est pas possible »,« Commune de merde »,« Vous devriez brûler en enfer »,« Comment osez-vous vendre cette précieuse ressource à des étrangers ?» Plusieurs mails étaient en dessous de la ceinture. En fait, ce que Tourtemagne a cédé, c'est le droit d'exploiter l'une de ses sources. Mais c'était il y a plus de 10 ans à un homme d'affaires au Valaisan. Une pratique courante. Ce qui l'est moins, c'est la durée de la concession. Une durée de 99 ans. Qui aurait alors imaginé que la Suisse connaîtrait en 10 ans presque autant de sécheresse qu'en un siècle. À l'époque, on n'avait pas de problème. Et puis on parlait aussi moins, voire pas du tout des changements climatiques. Mais ces dernières années, la situation a un peu évolué, dans le mauvais sens bien sûr. Et le résultat, c'est que nous avons de graves problèmes. À Tourtemagne, l'eau, on en a toujours eu en abondance. Comme dans de nombreuses communes, le réseau fonctionne en circuit fermé. Ici, pas de plan B. Sauf qu'aujourd'hui, la commune est confrontée à un problème aigu d'approvisionnement en eau potable. Nous avons beaucoup de surfaces agricoles que nous arrosons actuellement avec de l'eau potable. Et ça, à l'avenir, ce ne sera plus possible. Mais je tiens à préciser que nous travaillons maintenant sur un gros projet d'irrigation. Et j'espère qu'on pourra avancer vite, de manière à pouvoir soulager massivement notre réseau d'eau potable. La fameuse source appartient toujours à la commune et à la bourgeoisie de Tourtemagne. Visite des lieux avec leur président. Aujourd'hui, ils sont coincés. Avec l'accord de la population, ils se sont privés du droit d'exploiter cette eau jusqu'en 2108. Et les retombées pour la commune se font toujours attendre. Mais ici, on veut encore y croire. C'était et c'est toujours un projet intéressant. Il s'agit de pomper l'eau ici, de l'amener par un pipeline jusque dans la zone industrielle pour la mettre en bouteille. Et puis de l'expédier par train ou par camion. Nous avons un contrat de superficie et une concession d'exploitation avec un entrepreneur. Et c'est à lui de trouver le financement. L'espoir de la commune, c'est bien sûr que cela génère des places de travail. Mais 10 ans plus tard, toujours rien. Toujours rien. L'entrepreneur a dit à la commune qu'il était à 2 doigts de signer un contrat. L'année suivante, la même réponse, cette fois avec d'autres investisseurs potentiels. Et ainsi de suite, année après année. Et aujourd'hui, personne ne sait exactement où ça en est. L'homme d'affaires au Valaisan refuse toute interview, mais il confirme mener toujours des négociations. Son objectif, trouver un partenaire pour financer son projet.
Il a déjà dépensé 1 million de francs rien qu'en frais de concession et il aurait déposé la marque Matterhorn Mineralwasser dans une trentaine de pays. Parce que le Cervin, c'est mythique et ça fait vendre. Avec un débit de 1600 litres minute, sa source est l'une des plus grandes de Suisse. Alors avec un bon marketing, ça pourrait rapporter gros. Et qu'en pensent les potentiels clients? Ils veulent exporter? De l'eau minérale du Cervin. Ouais, parce que c'est une eau pure. C'est une eau ultra pure, ça peut parfaitement s'exporter. Je sais que l'eau suisse est très propre. Si vous l'exportez en Corée, beaucoup vont apprécier. Vraiment? Oui, on adore l'eau suisse. Nous avons déjà beaucoup d'eau minérale aux USA. On n'en a pas besoin, non. En plus, moi je pense local. Et ce serait mieux si vous buviez votre eau. Pour les indigènes, on peut bien exporter une eau minérale au logo du Cervin, mais la source, elle, doit rester en main helvétique. Si on vend tout à l'étranger, il ne va pas nous rester grand-chose. Ça, c'est clair. À Berne, on parle beaucoup du climat, mais rien, pas le moindre débat sur le risque de manquer d'eau au robinet. Pas un mot non plus dans les programmes des différents partis. En mars dernier, les révélations du Blick suscitaient pourtant une première prise de conscience. Cédric Vermouth déposait une interpellation pour empêcher la vente de nos sources à des étrangers. Vous vous êtes dit quoi? Ils sont fous ces Valaisans? Non, absolument pas. J'étais choqué parce que c'est pas le premier cas que j'ai entendu où il y a des gens de l'étranger, des investisseurs qui ont une manière structurée d'acheter des sources d'eau dans tout le monde et que ça devient quand même une source plus ou moins plus importante, aussi d'un point de vue géostratégique. Et c'était juste un des cas qui me donnait l'envie de me pencher dessus et d'essayer de développer une politique de protection des sources suisses. En Suisse, l'eau d'une vingtaine de sources est mise en bouteille, parmi les fleurons, Valser, racheté en 2002 par l'américain Coca-Cola. À l'époque, ça n'avait pas gêné grand monde, et ça ne gêne toujours pas le Conseil fédéral, qui a rejeté l'interpellation de Cédric Vermouth. Moi, je suis convaincu qu'il faut y aller, qu'il faut avoir une loi qui protège les sources d'eau suisses en Suisse. Et on est en train d'explorer quelle manière de prendre, quelle marge de manœuvre parlementaire pour développer une stratégie, même si le Conseil fédéral n'est pas d'accord. Cela prendra certes du temps, mais le socialiste pourrait bien trouver des alliés dans tous les partis. Oui, je suis vraiment favorable à ça. Je pense qu'on doit absolument garder la maîtrise de cette ressource. Et c'est trop important. Pour moi, c'est quelque chose d'une importance. On parle beaucoup des banques, c'est ainsi d'importance systémique. Et en fait, on doit vraiment garder la maîtrise de cette ressource. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une idée pour laquelle j'ai assez de sympathie. Alors, il faudrait parler sur les détails, mais d'un point de vue général, ça me semble raisonnable, cette intervention. En attendant, cela fait 30 ans que Tourtemann rêve d'une usine d'embouteillage. L'actuel projet n'est pas le premier. Aujourd'hui, les investisseurs chinois ne sont plus dans la course. Ici, tout est bloqué, y compris l'aménagement du territoire. La dernière parcelle en zone industrielle a en effet été louée avec les droits de la source pour 99 ans. Ça fait mal. C'est une grande parcelle de plus de 15 000 mètres carrés. Et pas de projet réalisé, pas d'usine, pas de place de travail. Ce n'est pas ce que la commune souhaite. Mais pour l'instant, on ne peut rien forcer. Qui va exploiter ma source? Certains ont des problèmes bien plus graves à gérer. Direction Noble Contrée, sur la rive droite du Rhône. Une commune née en 2021 de la fusion entre Verras, Ventône et Miège. Pour son président Stéphane Ganser, le vrai casse-tête chinois, c'est de trouver de l'eau. On est une commune de coteaux. Ça veut dire qu'on est orienté
par rapport au soleil, on est toujours ensoleillé, donc on est sur le coteau, et puis à la différence d'autres communes, on ne touche pas la plaine, et puis on ne va pas jusqu'au glacier. De ce fait, l'eau que l'on consomme, c'est de l'eau qui provient de sources qu'on a dans le sol, et puis de quelques bis et rivières qui passent par là. Mais on n'a pas les mêmes apports qu'une commune qui toucherait un glacier ou une zone d'enneigement permanent. Dans cette région viticole, l'une des plus sèches de Suisse, l'eau a toujours été une denrée précieuse. Mais le pire, c'était l'an dernier. Les rivières de la commune étaient à sec, du jamais vu de mémoire d'homme. Il a fallu sacrément jongler. On n'a pas manqué d'eau, donc personne n'a eu soif ou on n'a pas limité l'eau potable. Mais par contre, on avait un énorme problème pour l'eau d'irrigation, pour l'eau qu'on utilise pour arroser les vignes et aussi arroser nos jardins, les villas, etc. Ce réservoir que vous avez là, qui fait 3 millions de litres, eh bien, il se vidait chaque nuit, en juillet l'année passée, il se vidait. En état d'alerte maximale, le président et ses équipes se transforment alors en chercheurs d'or bleu. Objectif, trouver d'anciens captages abandonnés et injecter l'eau dans le réseau. Concrètement, ça veut dire ouvrir des routes, installer des pompes, tirer des conduites. Pendant presque un mois, les pompiers, tous des miliciens, étaient tous les soirs sur le pied de guerre. L'année passée, on a dépensé environ 400 000 francs en urgence. On a fait péter les budgets, comme on dit en Valais, puisqu'il fallait à tout prix pouvoir récupérer d'autres sources de ce type-là. On en a récupéré ailleurs dans le village de Ventône. Des sources qui, au préalable, n'étaient pas très intéressantes, auxquelles on ne s'était jamais trop intéressé. Et puis, soudainement, elles sont devenues d'une acuité assez vive, puisqu'il fallait trouver des solutions lorsque les rivières sont à sec. En cette fin mai 2023, et malgré les apparences, la situation est toujours critique. Une vérité qui n'est pas bonne à entendre, mais la population va devoir s'y faire. C'est le message de cette séance d'information sur la ressource eau. On n'est pas une commune crève la soif. Nous ne sommes pas une commune sinistrée, nous ne sommes pas une commune du Sahel qui court après chaque goutte. Nous sommes une commune qui sait et qui connaît par son histoire, par ses traditions, par le travail des anciens, la valeur de l'eau et qui a comme objectif et comme volonté de pérenniser cet accès à la ressource, de garantir un confort pour la population, mais aussi de veiller à mettre en place des mesures d'économie. Une bonne politique publique. Et l'une de ces mesures d'économie est quasi inédite en Suisse. En gros, on ne pourra arroser qu'1 jour sur 2 et uniquement le soir. Et cette mesure n'a rien de provisoire. Elle sera reconduite chaque année de mi-juin à la fin de l'été. Et qu'en pensent les principaux intéressés? C'est tout à fait réalisable. Il s'agira d'installer un contrôle finalement. Ça demande une certaine discipline de la population, c'est tout. Il faut que tout le monde joue le jeu? Bien sûr, oui. Ouais, il ne faudrait pas devoir faire la police à longueur de journée. On a la zone de... Ah, mais c'est plus haut, attends. Non, mais quand tu montes, tu montes... On a une responsabilité pour nos ressources premières, parce que sans eau et sans air, on est bientôt de la terre. Voilà. Notre vision politique, on voulait la partager pour qu'elle devienne une vision citoyenne. Et je crois que le but est atteint. Il restera maintenant 4800 autres citoyens à convaincre, mis à part les 100 qui étaient là ce soir. Mais je pense qu'on est sur une bonne voie de pédagogie et d'information. En Suisse, chaque commune est responsable de l'approvisionnement en eau. Mais restreindre à long terme l'accès à l'eau, est-ce bien nécessaire? Ne serait-ce pas un peu exagéré? Ce n'est en tout cas pas l'avis des spécialistes, bien au contraire. Au cours des dernières décennies, on a vécu dans un régime d'abondance. On dit toujours que la Suisse, c'est le château d'eau de l'Europe, c'est tout à fait juste. Par contre, actuellement, on voit que cette situation d'abondance, elle est en train de se restreindre. Et donc, on passe gentiment vers un régime qui nécessite de soigner la gouvernance de l'eau. N'en déplaise aux sceptiques, il s'agit de s'adapter au changement climatique. À l'échelle annuelle, les modèles pour la deuxième moitié du XXIe siècle prévoient toujours plus ou moins la même quantité de précipitations en Suisse. Par contre, les modèles prévoient une diminution durant l'été et une augmentation durant les mois d'hiver. L'autre changement, c'est qu'on a une augmentation des phénomènes extrêmes, autant vers le trop d'eau que vers les périodes de sécheresse. Et ça se traduit par des pénuries localisées pour l'instant. En résumé, on a et on aura encore assez d'eau, mais pas au bon moment. Car c'est bien sûr en été que les besoins, notamment pour l'agriculture, sont les plus élevés.
Il s'agit donc d'anticiper avec de nouvelles infrastructures et un nouveau mode de pilotage. Clairement, on doit s'attendre à une augmentation des pénuries saisonnières, ce qui veut dire qu'on doit avoir une organisation qui permette de faire face à ces pénuries. Et ça, il faut s'y mettre tout de suite, parce que sinon, on doit prendre des mesures en situation d'urgence. Et dans ce cas-là, on ne peut pas avoir des mesures fines. Donc c'est bien avant les périodes de sécheresse ou de crise qu'il faut s'organiser. Dans l'imagerie helvétique, les pénuries saisonnières, ça concerne les cabanes de montagne ou les paysans. Direction le Jura vaudois, sur l'un des 11 alpages de la commune d'Arzier-le-Muy. C'est ici qu'Olivier Badon passe tous ses étés. Et les coups de chaud, il connaît, mais rien comparé à celui de l'été 2022. Depuis que je suis sur les alpages avec mon papa, j'avais jamais vu une sécheresse aussi sèche, certes, mais surtout aussi longue. Quand ça commence bientôt à faire presque 1 mois et demi, 2 mois qu'on n'a plus jamais eu la moindre goutte d'eau et qu'on voit les pâturages devenir complètement jaunes, c'est désolant, quoi, disons. J'ai pas remarqué tout de suite que la citerne était arrivée vide et que tout d'un coup, vous venez voir pourquoi elles sont autour du bassin, que le bassin est vide aussi. Ça fait mal au cœur pour les vaches, mais c'est surtout très problématique pour moi parce qu'il faut trouver une solution très rapide. On peut pas... Là, j'avais plus d'eau du tout nulle part. Et je pouvais même pas me dire, bah, elles iront boire ailleurs. C'est que ces bestioles, comme il les appelle affectueusement, ça boit et pas qu'un peu, entre 80 et 130 litres d'eau par jour. Pour abreuver ces bêtes, il a dû faire monter par camion plus de 80 000 litres d'eau, mais pas que. J'ai dû monter du fourrage. Pour justement... parce que sinon, j'aurais déjà dû redescendre, comme certains collègues, déjà à mi-août. S'il lui a pu rester, c'est qu'il ne produit pas de fromage d'alpage. Une chance dans son malheur. Si on commence à nourrir les vaches avec du fourrage qui vient de la plaine, bah, c'est plus tellement du fromage d'alpage, comme ils disent. Sur la commune, 4 producteurs de lait sur 6 ont déjà jeté l'éponge. Mais à 23 ans, la timide Julie compte bien reprendre l'exploitation. Avec l'accélération des sécheresses, ne ferait-elle pas mieux d'élever des chèvres ou des moutons ? Certains de ses jeunes collègues y pensent, mais pour elle comme pour son père, il n'en est pas question. Je souhaite que l'année passée était une année exceptionnelle et qu'elle ne se reproduise pas. Parce qu'on fait quand même pas la même chose avec des belles vaches laitières ou avec des chèvres ou avec des moutons ou avec autre chose, quoi. Donc je le souhaite pas, vraiment. Salut Olivier. Salut. Ça va et toi? La bonne nouvelle, c'est que suite à la sécheresse de 2022, le conseil communal vient d'accepter à l'unanimité un crédit de 1 450 000 francs pour améliorer les structures de ces alpages. T'es content? Ouais, c'est une bonne chose. Ouais, ça va enfin pouvoir permettre un peu essayer de garder au maximum toute cette eau qui part des fois malheureusement dans la nature, surtout au niveau des captages des sources et puis le vieux marais qui est derrière. Avec l'aide de la Confédération et du canton, l'alpage d'Olivier Badon aura droit entre autres à 2 nouvelles citernes, 3 nouveaux bassins et à la réfection d'un puits et d'un captage. La commune a déjà beaucoup investi dans les toitures des chalets d'alpage, notamment principalement pour récupérer l'eau de pluie déjà, pour pouvoir remplir les citernes comme vous avez pu le voir. Maintenant, on voit qu'avec le réchauffement climatique, on doit aller un petit peu plus en avant et vraiment assurer l'approvisionnement sur les 10, 20, 50 prochaines années pour qu'on puisse continuer à utiliser ces pâturages. Après, ça ne changera pas le problème de l'herbe comme l'année passée. Si c'est grillé de toute façon, même si on a beaucoup d'eau. Ça ne change plus grand-chose. C'est clair que tu n'auras pas le droit d'arroser. Hein. Non, je pense que c'est dommage. On ferait quand même arroser un peu ces pâturages. Voilà. Cette année, Olivier Badon n'a pas eu besoin de se faire livrer de l'eau par camion. Mais son alpage n'aura pas ces nouvelles infrastructures avant au mieux 2025. Alors d'ici là, il faudra bien continuer à se débrouiller. Allez, tire-toi trop. Allez, parfait. Voilà. Mais les pénuries, ça peut aussi toucher les gens des villes.
Ici, on en sait quelque chose. Cette station de potabilisation traite l'eau qui approvisionne Arzier-le-Muy, mais aussi Genolier et la ville de Gland. 3 communes réunies par une entente pour exploiter la source du Montant. Sauf que l'an dernier, et pour la première fois, la source était à sec. Depuis, les autorités des 3 communes scrutent avec inquiétude le niveau du Montant. Personne ne peut oublier le choc de l'été dernier. Ce tarissement de la source, c'est quelque chose qui prend un petit peu aux tripes, puisqu'on se dit, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on va chercher de l'eau ? Il y a aussi la problématique de la rivière, des poissons, etc. Donc c'est tout un écosystème qui est perturbé par une sécheresse. On s'y attendait un peu parce que depuis le temps qu'il ne pleuvait pas, on se disait tiens, ça tient, puis tout d'un coup, elle descend et puis c'est comme ça, on n'a pas le choix, on doit s'adapter rapidement dans la mesure du possible. Ça a été une période assez tendue pour les services de la commune. Là, il n'y avait plus de temps à perdre par rapport à des autorisations et à des procédures administratives. Donc là, c'était vraiment dire ok, maintenant, il faut qu'on bouge, il faut mettre les choses en place. Les communes de l'Entente avaient bien un plan d'urgence, se connecter au réseau d'eau potable de Bassin, une commune voisine. Elles avaient d'ailleurs fait des tests. La connexion a pu être réalisée en 24 heures avec l'aide des pompiers et de la protection civile. Sauf que... Ça a duré à peu près 1 semaine, 10 jours, et puis Bassin nous a dit attention, on n'a plus d'eau non plus. Donc il a fallu trouver une autre solution. Et avec l'accord du canton, donc on a pu avoir l'autorisation de pomper ici dans la nappe phréatique de la saisie et puis de mettre en place, avec le concours de l'armée, une conduite qui part d'ici jusqu'à la station du Montant, donc à peu près 1,3 km de tuyaux, pour pouvoir alimenter en eau le village. En parallèle, il a fallu mettre en place des restrictions d'eau. Fini l'arrosage automatique ou de remplir sa piscine. Mais dans certains jardins, l'herbe était manifestement plus verte que chez le voisin. De quoi éveiller les suspicions. Pour ceux qui ont fait l'effort de ne pas arroser puis de voir qu'à côté, c'est encore bien vert, donc on a eu quelques remarques de ce côté-là. Oui, mais mon voisin, pourquoi chez lui c'est encore vert? Alors, de temps en temps, il y avait des bonnes raisons, quoi. Dans certaines propriétés, ils ont des sources. Il y a certaines propriétés où ils ont même commandé des camions d'eau pour pouvoir arroser, donc ils ont payé pour pouvoir le faire. Donc, on peut quand même parler d'un climat de délation? Oui, mais ça c'est typique chez le Vaudois, je dirais. Il y a un petit dicton qui dit qu'en Suisse, en chaque citoyen sommeil, il y a un policier, mais chez le Vaudois, il est réveillé. Reste que le syndic était prêt à survoler sa commune avec un drone. Une mesure de contrôle stoppée in extremis par l'arrivée de la pluie. Ça veut dire que certains ont eu chaud? Certains ont eu un peu chaud, exactement. En Suisse, on a encore de la peine à réaliser que le but des restrictions, c'est d'éviter que nos robinets soient à sec. Depuis 1 an, Christelle Giraud essaye de sensibiliser la population. Et elle se heurte à l'incompréhension. Mais il n'y a qu'à pomper l'eau du lac. Sauf que pour ce faire, il faut avoir une concession du canton. C'est vrai que ça peut porter à confusion puisque nous sommes une commune lacustre, on est à côté du plus grand bassin d'eau douce d'Europe et les gens ont peine à comprendre pourquoi on peut manquer d'eau à côté d'un lac. Alors il se trouve qu'on a un cadre légal et donc on ne peut pas faire ce qu'on veut et d'autre part, pomper l'eau du lac, ça nécessite des infrastructures et ces infrastructures aujourd'hui ne permettent pas d'aller pomper l'eau à profusion. Magnifique. Un petit 10% de l'eau de Gland provient bien du Léman. Elle est fournie par la Sapan, la société qui gère le pompage de l'eau du lac pour la région nyonnaise. En cas de pénurie, on pourrait imaginer en acheter beaucoup plus. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Il y a des quotas. Cette année, Christelle Giraud espérait passer l'été sans imposer des restrictions d'eau. Mais depuis le 22 août dernier, c'est raté. Détail étonnant, sa ville se vante de facturer l'eau 33% moins cher que la moyenne suisse. Et si sensibiliser la population, ça passait aussi par le porte-monnaie ?
Le prix de l'eau va devoir augmenter à un moment donné ou un autre, puisqu'il y aura des investissements à faire en termes d'infrastructures aussi. L'eau va peut-être manquer, va devenir une denrée moins accessible et le prix de l'eau va augmenter ces prochaines années. L'eau coûte presque rien en fait. Est-ce que ce ne serait pas le moment de payer beaucoup plus cher le prix de l'eau ? Non, je ne pense pas parce que j'ai l'impression que c'est toujours le petit peuple, entre guillemets, qui trinque et je pense que non. Je pense qu'on devrait plutôt sensibiliser les grands consommateurs d'eau. Donc aux grands consommateurs de payer la facture ? Je pense que oui. En tout cas, les sensibiliser. Et commencer par eux avant de commencer par nous. On a des compteurs électriques pour la consommation d'électricité par ménage. Après, je ne sais pas dans quelle mesure c'est envisageable de mettre des compteurs pour la consommation d'eau par ménage. Et puis ceux qui consomment beaucoup, ils sont taxés tant de centimes le litre, ou je sais pas. Et puis après, voilà, chacun paye sa consommation. Peut-être ça serait pas mal. Car en Suisse romande, la majorité des appartements n'a pas encore de compteur d'eau individuel. Et dans beaucoup de communes, c'est aussi le cas des villas. L'eau est facturée au forfait en fonction du volume de la maison. En 2022, c'est donc grâce au pompage en urgence dans la nappe phréatique de la Césie que les 18 000 habitants de Gland, Arzier-le-Muy et Genolier ont échappé aux coupures d'eau. Mais encore fallait-il savoir où pomper. Et ça, c'est un peu grâce à lui. Il se trouve que j'ai fait des prospections d'eau depuis longtemps dans cette région et qu'on est en attente de concrétiser un projet justement de mise en exploitation d'un réservoir naturel profond à la Césie et sous le bois de chêne. C'est une région où là, on a découvert des grandes réserves souterraines qui nous servent de capitale d'eau dans lesquelles on peut pomper. Aurel Pariot est hydrogéologue. Ancien professeur à l'EPFL, il conseille notamment les communes de l'Entente. Ici, cela fait plus de 30 ans qu'on rêvait d'exploiter la nappe phréatique de la Césie en complément de la source du Montant par un système de vases communicants. On va prélever dans la source du Montant, qui a des débits extraordinaires au printemps, on va aller prélever un peu d'eau dans cette source pour l'injecter dans ces nappes profondes. Et parallèlement à ça, ça nous permet, dans les périodes où la source du Montant fléchit, d'arrêter de l'exploiter. On ne va plus prélever d'eau dans la source du Montant dès qu'elle descendra en dessous d'un certain seuil, afin d'assurer qu'on n'ait plus de problème dans l'écologie du ruisseau et dans les aspects pêcherie. Pour vous, il n'y a aucun risque ? Il n'y a aucun risque. On a une amélioration absolument factuelle de l'écologie. Ce n'est pas seulement les poissons, c'est toute la biodiversité des ruisseaux. L'an dernier, la demande de concession a été déposée au canton. Mais un homme s'oppose au projet. Président de la Société vaudoise des pêcheurs en rivière, Roger Sbinden ne défend pas son hobby, mais les cours d'eau. Je n'ai aucun doute quant à la qualité des mesures effectuées par le professeur Pariot, mais il y a peut-être des choses qui nous échappent. Que se passe-t-il s'il y a un glissement de terrain, par exemple, quelque part, qui affecte les contours de la nappe phréatique ou qui bouge quelque chose? Donc notre grande crainte, c'est qu'en pompant dans la nappe phréatique, ça diminue encore plus le débit des cours d'eau. Ici, on est dans le bas, mais il suffit que des sources, ça sèche et puis les poissons sont morts. Après, il faut bien compter 3 ou 4 ans jusqu'à ce que la rivière se soit remise et retrouver son état original. Roger Sbinden est prêt à aller devant les tribunaux pour empêcher le pompage dans la nappe de la Césie. Un projet à l'horizon 2028, estimé à quelques 4 millions de francs. Avec l'agrandissement des villes et des villages ici autour prévus, à un moment donné, il va falloir se rabattre sur le Léman. Alors pourquoi encore investir de l'argent ici, sachant que d'ici quelques années, il faudra de toute façon aller au lac Léman? En Suisse, la ruée vers l'or bleu a commencé. Mais tout le monde ne peut pas se payer les services d'un hydrogéologue. Petit détour par Derborance, une vallée sauvage des Alpes valaisannes. Damien Iveco est sourcier et depuis 2 ans, il est débordé.
De petites communes romandes, mais aussi des particuliers, font appel à ces services. Moi, je facture à peu près, je pense, par mandat, c'est environ 500 francs. Avec les déplacements, ça doit être dans les 500 francs. Alors, c'est sûr que c'est bon marché à côté d'un hydrologue, mais enfin, vous voyez que mes outils sont assez vite remboursés. Aujourd'hui, son client, c'est un consortage privé. Un glissement de terrain a détruit le captage de la source qui alimente 6 chalets. Il faudrait pouvoir accéder à cette même source dans une zone plus stable. On a cimenté pour le tenir. À l'origine, c'était un peu similaire. Mais au fil des années, il est complètement poussé par le terrain, il a cassé, tu vois. Ils étaient montés avec du ciment jusqu'ici. Ouais. Du bricolage. Ça a toujours été du bricolage. On va aller voir ça, si c'est possible de prendre ça plus haut. Son art, Damien Eveco l'enseigne depuis des années. Et vu l'explosion de demandes, notamment de communes à la recherche de sources d'appoint, il forme de plus en plus d'apprentis sourciers. Ok. Donc elle est pile là, je la sens bien. Alors, elle tire pas mal, hein. Il y a pas mal, je suis étonné, hein. Donc je pense, vu ce que j'ai, je vais voir, hein, mais pour moi j'ai plus que 8-10 litres minute, là. Ça tire pas mal, hein. Nous on sera bon pour le petit client qui a besoin de peu d'eau, hein, peut-être comme ici à 6 chalets, alors ils ont une consommation de week-end, mais ils n'ont pas beaucoup de besoin d'eau. Mais pour une commune qui a besoin vraiment d'une pérennité sur toute l'année, d'une stabilité de données d'eau, c'est sûr qu'un bureau d'hydrologie sera plus compétent qu'un sourcier sur un territoire qui est important comme une commune. Armé de ses baguettes et d'un pendule, le sourcier fonctionne au ressenti. Je fais un premier passage ici en bas, puis après j'irai plus haut. Il y a un réel ressenti, beaucoup dans le ventre, une pesanteur, comme une force qui oppresse, hein, qui n'est pas forcément agréable. On peut sentir des tensions dans les tempes, dans les oreilles, des pressions, un peu dans le corps. On doit être à l'écoute de ce 6e sens, hein, qui est réel. Et quand on a cette écoute, on est vraiment sûr de soi. Moi, je suis sûr qu'il y a une veine d'eau sous mes pieds, j'en suis certain. Un discours qui heurte les esprits scientifiques, mais ses mandataires ont décidé de lui faire confiance. Pareil qu'avant, 15 litres à peu près minute, mais 7 mètres, 7 mètres 50. 7 mètres. Ouais, donc ça c'est des sources précieuses, donc vu les travaux dans un terrain pareil, c'est compliqué ça. Un mauvais domaine. Tu risques de tout perdre, hein. Donc je te conseillerais ici, si tu veux améliorer la captation, c'est continuer de creuser au pic un peu là où elle arrive. Faire du bricolage, comme on fait depuis 50 ans. Ouais. Ou bien tu peux faire quelque chose de plus propre. Pas question de prendre de risques, le consortage continuera donc à entretenir l'ancien captage. Il en va de la survie de leur alpage. Retour dans la noble contrée, la commune valaisanne la plus frappée par la sécheresse de 2022. Ici, la bataille pour l'eau est désormais une lutte acharnée. Et dans ce combat, le président ne se sent guère soutenu. On se sent seul et surtout pas compris. Les communes sont, pour l'instant en tout cas, livrées à elles-mêmes. Elles ont l'obligation légale d'approvisionner, de garantir l'accès à l'eau et à l'énergie. Mais je pense que le canton n'a pas encore, à mon avis, une stratégie, voire un mode opératoire pour venir en aide à des communes qui seraient sinistrées. En 2014, le Valais était pourtant le premier canton roman à se doter d'une stratégie eau. Mais celle-ci peine à se concrétiser. Face à l'urgence et pour accéder à de nouvelles ressources, Noble Contrée a dû se débrouiller. Alors on sait que sur la commune de Crans-Montana, il y a des sources, dont une qui est très abondante, qui donne beaucoup d'eau, beaucoup de milliers de mètres cubes. Et cette source, la commune de Crans-Montana l'utilise pas beaucoup, déjà elle est en aval de son territoire, donc elle est plus difficilement exploitable. Donc il y a presque 90% de cette eau-là qui n'est pas utilisée. Pas utilisée, ça veut dire qu'elle retourne à la rivière et puis évidemment elle part au Rhône et elle finit au lac, comme on dit chez nous. En un temps record, Noble Contrée et Crans-Montana, historiquement des frères ennemis, ont décidé d'exploiter ensemble l'eau de cette source. Les communes vont se partager les coûts d'une nouvelle station de potabilisation. Une démarche que beaucoup de communes n'ont même pas encore envisagée. Budget 2,4 millions, premier coup de pioche cet automne.
On peut vraiment parler d'un win-win aussi, parce que pour nous qui sommes demandeurs d'eau, alors il est clair qu'on a peut-être davantage d'attentes, mais pour Crans-Montana, c'est aussi une façon de valoriser une ressource. En attendant, il faut bien faire avec ce qu'on a. Francis Marty est le fontainier de noble contrée. Grâce à un système de télégestion, il peut surveiller son réseau à distance, soit 12 réservoirs, 2 stations de filtration et potabilisation et 35 km de conduite. Vous voyez en direct ce qui se passe ? À la minute près, la consommation effective de toute la commune. Et parfois, comme lors de la sécheresse de 2022, il n'en croit pas ses yeux. Les gens n'ont pas l'habitude de manquer de l'eau. Alors les consommations ont quasiment triplé le jour de la première annonce de la restriction d'eau. Faire des réserves face à une pénurie, un réflexe confirmé par bien d'autres communes. Il faut dire que la population n'imaginait de loin pas la gravité de la situation. Et l'an dernier, la Raspi, elle était presque à sec ? Elle était carrément à sec. Surtout en fin juin, début juillet, il n'y avait plus aucun débit. Ça fait drôle parce que même les anciens n'ont jamais vu ça. On a envie de pleurer ? On n'est pas loin, on n'est pas loin. C'est vrai que l'eau, c'est un élément qui tient à cœur, qui est vital, et donc c'est vrai qu'émotionnellement, ça reste quand même. Aujourd'hui, la survie passe par un entretien minutieux des captages. La noble contrée est aussi en train de rénover son réseau. Elle fait désormais une chasse implacable au gaspillage. Habituellement, on serait intervenu s'il y avait eu un geyser ou une flaque d'eau qui démontrait une fuite en souterraine. Maintenant, on est beaucoup plus proactif, donc on inspecte nos canalisations, on détecte des fuites, parce qu'on sait qu'il y a à peu près un tiers qui part avant d'arriver au robinet ou d'arriver à la vanne. En Suisse, les conduites sont vieillissantes. On estime qu'en moyenne 12% de l'eau se perd dans la nature. Et parfois c'est bien pire. Mais traquer les fuites, pour beaucoup de communes, ce n'est pas encore une priorité. Alors ici, on supporte d'autant moins certaines déprédations. Des vandales n'hésitent pas à boucher les tuyaux avec des pierres, voire à détourner de l'eau. Des pratiques moyenâgeuses. Au XVe siècle, une guerre entre communes pour l'eau de la Raspi avait fait 18 morts. C'est quoi ? C'est une suite de la guerre de l'eau ? C'est plutôt la bêtise. La bêtise ou la jalousie, voilà. Reste que dans la région, on attend avec d'autant plus d'impatience la réalisation d'un ambitieux projet d'irrigation, porté cette fois par 8 communes, le projet Lienne-Raspille. L'idée, construire un réseau de canalisation entre la Lienne et la Raspille, permettant de stocker l'eau de fond du printemps dans ce barrage, celui de Zeusier. Une réserve pour les périodes plus sèches de l'année. Aujourd'hui, nos barrages servent à produire de l'électricité. Basé sur le multi-usage de l'eau, ce projet est novateur. Mais depuis 3 ans, le WWF s'y oppose. En Valais, Madame WWF, c'est elle. Le projet Lienne-Raspille, Marie-Thérèse Sangras le voit surtout comme une opportunité pour que l'on se pose enfin les bonnes questions. Nous ne critiquons pas le projet en soi. C'est un projet intelligent puisqu'il s'appuie sur des infrastructures existantes, mais c'est un projet de distribution d'eau qui finalement ne pose pas la question des usages. Il y a l'usage de l'eau potable, il y a les usages de la force hydroélectrique, il y a les usages de l'activité économique qu'est le tourisme, il y a les besoins en agriculture. Et dans ce débat, nous devons veiller à ce que la fonction écologique des rivières perdure ou soit prise au sérieux avec l'importance qui lui revient. Pour éviter de futurs conflits, il faut hiérarchiser ces usages. Qui passe avant ? Les vignes, les golfs, les canons à neige ou la santé des rivières ? Il s'agit aussi de s'assurer que chaque usager ne gaspille pas la ressource. Il faudra aussi se diriger vers une utilisation moindre de l'eau, réduire la consommation en eau. On ne pourra pas continuer à utiliser toujours plus d'eau. Une chose est sûre, en matière de gestion de l'eau, la Suisse a des décennies de retard. La faute aux années d'abondance. En 2018, le sénateur Beat Rieder a été le premier à demander un rapport de base
sur la sécurité de l'approvisionnement en eau. Et il a dû insister. Dans ce rapport, enfin publié en mai 2022, le Conseil fédéral pointe de nombreuses lacunes et émet des recommandations au canton. Concrètement, depuis, qu'est-ce qui a été fait? Rien. Il a fait un rapport et je pense maintenant on ne doit pas seulement faire des rapports, on demande des mesures concrètes et je pense on doit maintenant forcer le Conseil fédéral pour mettre à disposition des moyens pour épargner l'eau, pour mieux utiliser l'eau, pour avancer avec les techniques connues. Beat Rieder va donc déposer une motion pour que la Confédération subventionne les innovations technologiques qui économisent l'eau, comme elle le fait pour l'énergie avec le photovoltaïque. Il y a aussi un aspect où vraiment la Confédération doit prendre le lead, c'est la question de la disponibilité des données en fait sur l'usage de l'eau. Alors évidemment, c'est pas la Confédération qui va aller mettre des capteurs partout, mais elle doit faire remonter les informations. On ne sait pas en fait combien de litres d'eau on utilise pour tel ou tel type d'usage, et on doit absolument évidemment avoir des données dans ce domaine-là si on veut avoir un pilotage ensuite qui puisse être efficient de la ressource. Retour dans la noble contrée, et plus précisément à Miège, sur les coteaux de Sierre. Claudie Clavien et sa fille Shadia sont des vignerons encaveurs émérites. Et ils n'ont pas attendu les restrictions d'arrosage pour se moderniser. Eux privilégient depuis longtemps le goutte à goutte plutôt que l'aspersion. Ils ne voient pas vraiment l'intérêt d'arroser des routes, d'arroser effectivement les entrelignes. Le but, c'est vraiment de cibler l'irrigation par rapport au cep et par rapport au système racinaire de la plante. En Suisse, l'agriculture en particulier va devoir s'adapter aux ressources en eau disponibles. Ici, chaque cep a droit à une attention ciblée en fonction de ses besoins. Alors là, c'est vraiment un petit peu, je dirais, au feeling. C'est dépend la météo, le climat, s'il a plu pendant la semaine. Et s'il n'a pas plu, si les températures sont très très chaudes, il faudrait au moins irriguer une fois par semaine. On peut économiser avec le goutte à goutte entre 30 et 40%. C'est énorme quand même. Je trouve que c'est énorme, oui. Mais passer de l'aspersion au goutte à goutte, cela demande des investissements. Pour aider les viticulteurs valaisans, le service de l'agriculture propose de débloquer 140 millions de francs. Mais malgré l'urgence, le projet tarde à se concrétiser. Ce qui a poussé Claudie Clavien à repenser son métier, c'est la passion du vin et l'envie de produire des crus d'exception. On est vraiment sur un super millésime 2022, grande concentration, beaucoup de profondeur, beaucoup de couleurs, très belles couleurs. Et un bon vin, ça commence forcément dans la vigne. Les cépages ont été choisis avec soin pour s'adapter au climat de ce terroir. Et à un moment donné, on a pris l'option de vouloir enherber nos vignes pour éviter les herbicides. Ça veut dire qu'on va remultiplier les vers de terre, les micro-organismes, qui va effectivement faire des portes d'entrée par rapport à l'irrigation, par exemple. Le volume racinaire de la vigne va pouvoir rentrer en profondeur et elle sera beaucoup plus autonome aussi par rapport à la sécheresse. Avec Shadia, l'avenir du domaine Clavien est assuré. En pratique, cet ingénieur œnologue affirme avoir tout appris de son père. Et lui, qu'est-ce qu'il a appris de vous? Mais tout aussi. Non, mais je pense que j'ai plus amené un côté de savoir qu'il y avait peut-être une génération future. Peut-être ça a encouragé justement à vouloir voir l'avenir en vert et améliorer cet enherbement, ces gouttes à gouttes. Je ne sais pas s'il n'y avait pas eu peut-être de deuxième génération, s'il aurait forcément voulu investir beaucoup de temps, d'énergie là-dedans. Et puis il y a bientôt une troisième génération. Oui, tout bientôt, tout bientôt. Mais là, on sera déjà en label bio, j'espère. En matière d'accès à l'eau, la Suisse se découvre vulnérable. Pour assurer l'avenir, il faudra plus de solidarité et plus de collaboration entre régions, entre cantons et même au-delà de nos frontières, car des millions de personnes dépendent de la bonne santé du château d'eau de l'Europe. Mais ça, c'est une autre histoire.